Step up, warrior. Gaze into the abyss of your sorrows. La première question que je pose à tous les patients qui viennent en consultation chez moi, et en particulier à ceux qui sont vraiment en phase terminale de chez terminale, et c'est une phrase magique, parce que si vous écoutez bien en français avec une oreille kabbalistique, vous aurez sans doute déjà entendu que le mot tumeur peut aussi se lire tu meurs. Et quel est le contraire de tumeur? Tu en vis. Tu es en vie ou tu en vis. Eh bien, quand je demande aux gens de quoi tu as envie, eh bien, il y en a qui ne savent pas répondre, parce qu'ils sont déjà morts. Ça s'appelle des zombies ou des morts vivants. Alors je leur dis, parce que je suis assez franco, je leur dis, eh bien, vous êtes en dépression, et si vous restez en dépression, effectivement, le pronostic qu'on vous a fait que vous allez mourir incessamment sous peu, va se réaliser. Vous allez croire à cette prophétie. Mais si vous changez, vous pouvez vivre. Et je viens encore de vivre une histoire magnifique. C'est un confrère homéopathe qui vient avec sa femme infirmière et leur petite fille de 14 ans, atteinte d'un lymphome en phase terminale de chez terminale. On m'amène un cadavre qui est là sur sa chaise, décharné, blême, sans force, morte. Elle est déjà morte. Un zombie. Et quand je lui pose la question, elle ne sait pas répondre. Alors je la traite de dépressif, ce qui a le chic de la provoquer, mais provocare, ça veut dire mettre en voie. Et elle réagit très très agressivement. Et finalement, elle arrive quand même à me dire qu'elle a une envie. Et son envie, ce serait d'avoir un petit chinchilla. Un petit chinchilla, c'est un rat avec des beaux poils avec lesquels on fait des fourrures. J'ai pas compris pourquoi vous rigolez, mais bon. Et je vois la mère qui tire une tronche. La mère, c'est du genre maniaque, il n'y a pas un poil chez elle à la maison, rien. Alors, c'est tellement aseptisé que même les gosses, ils poussent plus, ils meurent, comme les plantes. Alors, je me retourne vers la mère et je lui dis, Madame, c'est très clair. C'est un chinchilla avec votre fille peut-être vivante, ou pas de chinchilla et votre fille au cimetière. Qu'est-ce que vous choisissez? Ben, un chinchilla. Et au bout de 2 heures de travail, je les envoie au magasin chercher le chinchilla. Arrivé au magasin, la fille qui n'avait pas été tout à fait honnête dit à sa mère, maman, en fait, c'est pas tout à fait un chinchilla que je voulais, c'est un petit chien. Et puis elle voit qu'il y a un petit chihuahua. Bon, un chihuahua, c'est jamais qu'un chinchilla sans poil, hein. Donc la mère se dit bonne affaire, avec des poils en moins, hop, elle achète le chinchilla. Ah, le chihuahua. Je vois que vous suivez, hein. C'est un bon public, Marion, ils sont bien drillés. Après plusieurs congrès comme ça serait malheureux que vous ne le soyez pas, hein. Donc, le chihuahua, il rentre à la maison, 2 jours plus tard, le chihuahua devient malade, à mort, il meurt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent le chihuahua, ils vont au magasin, ils vont le reporter. Et là, la fille en profite, elle dit, tu sais, tant qu'on est au magasin, non, le petit chien c'était bien, mais tu as vu, ça tombe malade, ces petites bêtes-là. Je voudrais le plus grand, là. À poil. Bon, mais comme entre-temps, la fille va mieux et le chihuahua moins bien, la mère craque. Et donc la fille revient enfin avec ce qu'elle avait réellement envie, un grand chien. Et 2 semaines plus tard, elle n'est toujours pas morte. Ça fait mauvais genre, hein. On ne contrarie pas les pronostics médicaux comme ça, c'est pas sérieux. Au contrôle suivant, guérison spontanée totale.
Et la fille a dit une chose magnifique, elle a dit « Moi, je vais faire des études de psychologie parce que je veux transmettre à tous les gens qui ont des cancers l'expérience que je viens de faire. » Alors maintenant, c'était pas prévu, mais comme ce congrès est absolument étonnant parce qu'il y a eu des changements de programme, des gens qui sont désistés, donc Edouard van den Bogaert, ça fait longtemps qu'on se connaît, et puis on était au Portugal, et il me parle d'une guérison épigénétique à partir de l'arbre généalogique. J'ai fait son séminaire, c'est extraordinaire. Et j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut guérir en travaillant sur son arbre généalogique? Ben, il dit, je vais te montrer. Et on a dit, ah bah ok, allez, tu viens, on va bâtir ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais vas-y, allez, viens Edouard. Avec Salvatore, Salvatore était condamné au fauteuil roulant depuis sa naissance. Il n'aurait jamais dû marcher ni parler, c'était un légume. Je laisse Edouard. Bonjour, bienvenue. Alors c'est un grand moment pour Salvatore, que je connais maintenant depuis plusieurs années et qui a fait un chemin de guérison absolument extraordinaire et qui va illustrer à merveille la notion que je voudrais diffuser dans le monde médical hospitalier en particulier, qui est la médecine sensitive coopérative. Alors le titre de l'exposé, c'est « La beauté de l'imperfection ». Et j'espère que d'ici 45 minutes, vous aurez compris le sens de ce titre. Alors mon épouse m'a aidé à préparer cette intervention. C'est elle qui a fait le prédit avec 3 de nos assistantes, Sarah Koudja, Gwenaëlle Larue et... j'ai un trou. Nathalie. Et donc, voilà, je vais vous montrer ce que c'est que la médecine sensitive coopérative, qui est un nouveau concept qui devrait permettre, et je vais me lever comme ça, j'aurai moins la lumière. En fait, c'est de la médecine, mais vous savez qu'en médecine, on est formé aux techniques, intellectuellement, et comme vous l'avez déjà entendu les jours précédents, on n'a que très peu de gigaoctets dans le cerveau, on en a beaucoup plus dans le ventre et dans le cœur. Et donc il faut apprendre à penser la médecine, pas seulement avec les neurones, mais avec aussi les neurones du ventre, les neurones du cœur. Et c'est ce que Salvatore, lui, fait de manière magnifique. Et en médecine, donc, l'idée, c'est d'introduire la notion de sensitivité ou de la réintroduire, parce qu'elle a existé chez beaucoup de médecins dans l'Antiquité. Et là, j'ai été beaucoup aidé par mon épouse, Judith Blondiot, qui est danseuse, sensitive, élève de Dominique Autreux, qui est une psychologue française, qui a mis cette danse au point, pour aider les gens aujourd'hui à sortir de leur tête et à descendre dans le cœur pour sentir les choses qui ont déclenché les maladies. Et vous verrez comment Salvatore est un expert au niveau sensitif, lui qui a passé 19 ans de sa vie cloué dans un fauteuil, à être quasiment incapable de bouger et de parler. Donc déjà, vous l'avez vu arriver, et quand vous aurez vu son histoire, vous comprendrez mieux. Et puis coopérative, Gauthier Chapelle, hier, nous a montré comment la biologie nous enseigne cette sagesse que ceux qui sont dans la compétition, dans la lutte, dans le combat, eh bien, ils ont beaucoup moins de chances de survivre, et que dans les moments critiques, comme ceux qu'on vit actuellement en Europe, eh bien, on constate que la solution, elle passe par la coopération.
Et en médecine, malheureusement, la coopération est encore difficile à la réaliser parce que la structure médicale est encore très schizophrénique, c'est-à-dire que chaque spécialiste est dans son quartier de spécialité et il y a très peu d'échanges, de dialogues. Ne parlons même pas des dialogues avec les gens qui sont extra-hospitaliers, ce qu'on appelle les médecines parallèles ou complémentaires, qu'on essaye d'intégrer. J'ai un ami qui aurait dû être là, qui est le docteur Olivier Abossolo, qui réussit actuellement en France à faire rentrer dans 70 institutions, 70 institutions hospitalières, la médecine intégrative avec l'aromathérapie, la photothérapie, des espaces de méditation, de relaxation pour remettre le personnel hospitalier en état énergétique pour mieux accompagner, mieux écouter, mieux comprendre les gens. Mais la coopération, ça va plus loin que ça. Et mon envie, et ce que je fais, c'est de remettre le patient au centre de la coopération. Le chef d'orchestre de la guérison, c'est le patient. Et c'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui pour présenter cet exposé avec moi. Parce que celui qui a réussi la guérison que vous allez voir, c'est lui. Moi, je n'ai fait que l'accompagner, le conduire, le mettre à son service des histoires que j'ai pu vivre avec d'autres patients avant lui, pour lui redonner l'espoir là où, malheureusement, souvent, dans le monde médical, on perd espoir. Et on dit, ben non, c'est une maladie incurable, ça, on ne pourra rien faire. Et donc le patient, c'est le véritable chef d'orchestre de la guérison. C'est celui qui a la capacité d'utiliser ce qu'on appelle de manière parfois un peu dénigrante l'effet placebo. Mais en fait, l'effet placebo, c'est quoi? C'est notre puissance de guérison. Et nous avons tous cette capacité, sauf qu'on ne nous a pas trop appris comment l'activer. Nous avons, mon épouse et moi, mis 4 outils en place. D'abord, une pyramide de guérison, parce que vous savez qu'aujourd'hui en médecine, on dit que la maladie est multifactorielle. Alors, multifactorielle, ça veut dire qu'on ne sait pas très bien où est la cause. Mais si on s'intéresse à tous les facteurs qui sont déjà connus de la maladie, à tous les niveaux de la pyramide que vous verrez tout à l'heure, eh bien, vous allez facilement pouvoir réaliser combien il est possible de mieux comprendre la maladie et surtout le but de la maladie que notre cerveau déclenche, le sens de cette maladie, que le docteur Olivier Soulier développe également beaucoup, et surtout la sagesse que nous avons à découvrir. Et là, de nouveau, Salvatore est un modèle extraordinaire parce qu'il est l'incarnation vivante de la sagesse de sa maladie. Et pour ça, nous avons développé, à partir des travaux de Marc Fréchet, un psychologue qui a développé la notion de progescence, de périnatalité à Paris, nous avons développé ces travaux périnataux. Et vous comprendrez que dans l'histoire de Salvatore, eh bien, la périnatalité, elle est capitale parce qu'elle est à l'origine de sa paralysie. En fait, Salvatore, au moment où il devait naître, eh bien, le gynécologue était saoul, il est arrivé en retard, et Salvatore est resté coincé dans le col de sa mère, ce qui lui a écrasé complètement le visage, et qui lui laisse ce visage un petit peu étroit. Et surtout, il a manqué d'oxygène, et une partie de son cerveau, pour une raison qu'on ignore, mais que vous comprendrez tout à l'heure grâce à la généalogie, une partie de son cerveau, seulement un endroit, et pourquoi pas les autres, eh bien, était privé d'oxygène, et Salvatore a fait un infarctus cérébral, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la substance blanche de son cerveau dans lesquelles on trouve les neurones moteurs du corps, qui s'est détruite, et Salvatore est né paralysé. Je vous montrerai un petit peu le parcours, le chemin de croix que Salvatore a connu à la suite de ça. Et donc, en travaillant sur sa périnatalité, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se produire incroyables. Mais quand il est arrivé, et je vais vous le montrer dans un instant, il ne savait quasiment pas parler et je ne savais quasiment pas le comprendre. Vous verrez, quand il prendra la parole tout à l'heure, au début, vous aurez peut-être un peu difficile à le comprendre. Mais si vous n'écoutez pas avec votre tête, mais que vous descendez dans vos tripes et que vous l'écoutez avec votre tripe et votre cœur, je vous promets que dans les quelques minutes qui suivront, vous arriverez à le comprendre. Et si vous arrivez à entendre ce qu'il vous dit, à écouter ce qu'il vous dit, avec toutes vos cellules, vos os, vous saurez ce que c'est que la sagesse de la maladie. C'est pour ça que mon épouse a
a développé avec moi un travail sur l'arbre généalogique qu'on a fait expérimenter à Marion et qui l'a bousculé au point d'insister avec beaucoup d'enthousiasme, comme vous lui connaissez, pour que l'on vienne. Donc il a fallu faire ce prédit en dernière minute. Et puis il y a la Light Sensitive Dance, c'est la danse sensitive que mon épouse fait pour aider les gens à repenser avec leur corps, c'est-à-dire par le ressenti. Donc l'histoire de Salvatore va illustrer cette notion de médecine sensitive coopérative à mère veille, par rapport à la mère qui veille, parce que comme toutes les mères d'enfants handicapés, eh bien, elles ont ce premier réflexe de veiller, 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 veiller. Et il est difficile de sortir d'une mère veilleuse pour prendre sa place dans la vie. Alors, on m'avait prévenu que Salvatore était handicapé, et j'ai la chance d'avoir une fenêtre dans ma bibliothèque qui me permet de voir un peu ce qui se passe dans la rue, et j'ai vu tout d'un coup la sirène bleue, enfin la lampe bleue d'une ambulance s'arrêter devant mon cabinet. Donc je savais qu'il arrivait, donc j'ai été l'accueillir. Il est arrivé dans les bras d'un brancardier colossal qui le portait, parce que Salvatore ne savait pas se déplacer tout seul. Il l'a déposé dans mon fauteuil et Salvatore était comme un embryon dans le fauteuil, complètement rétracté, recroquevillé, complètement sur lui-même. Et il savait quasiment pas parler. J'avais difficile à comprendre ce qu'il me disait. Il m'a raconté ce que je vous ai dit, l'histoire avec le gynécologue. Et puis je lui ai dit, mais si ça s'est passé pendant la périnatalité, il doit y avoir quelque chose derrière. Donc, ça serait vraiment bien si tu pouvais demander à tes parents de venir. Parce que les premiers coopérateurs dans le processus de guérison, ce sont les parents. Et ces parents, qui sont immigrés italiens de Sicile, sa maman est née en Belgique, mais son papa est venu de Sicile à l'âge de 15 ans, et ils avaient un peu peur d'être impliqués. Souvent, les parents, quand on leur demande de faire un arbre généalogique, ils ont un sentiment de culpabilité en se disant « mais c'est à cause de nous qu'il a eu ça, alors c'est ça que vous voulez dire ?» Non. Vous allez comprendre qu'il y a une grande différence entre culpabilité, c'est-à-dire une aptitude à être coupé ou à se couper, et une responsabilité, c'est-à-dire une aptitude à trouver les réponses en soi, soi-même, ou dans son histoire de famille. Donc le diagnostic, je vous l'ai dit, manque d'oxygène, infarctus de la substance blanche, paralysie spastique et des troubles du mouvement, dystonie, il y a une faute d'orthographe, excusez. Et il a d'abord été en couveuse, en réanimation, et puis à l'hôpital. Un beau jour, sa maman arrive, il n'est plus dans sa chambre. Alors elle s'inquiète, elle croit qu'il est mort. Et puis elle me dit non, on l'a emmené dans l'amphithéâtre. Et elle rentre dans l'amphithéâtre et son enfant est devant une salle comme celle-ci. Donc vous pouvez imaginer ce qui est en train de se passer pour lui. Mais je lui ai dit qu'il était à Chartres et que Chartres, c'est le lieu du sacre. Donc, Reims, pardon. Reims, excusez-moi. Reims. Le lieu du sacre. Et que donc aujourd'hui, c'est le sacre qui remplace le massacre. Parce que ce jour-là, sa mère rentre, il est là, petit enfant, devant un auditoire comme aujourd'hui, et elle entend le professeur parler de son enfant. Et il lui dit « Madame, votre enfant sera comme une plante, il ne marchera, il ne parlera jamais, et sera incontinent à vie. » Ça s'appelle un conflit de pronostic. C'est gravissime, parce que ça provoque un effet nocebo considérable. Heureusement, Salvatore avait une mère veilleuse. Qu'est-ce qu'elle a fait? Devant 600 étudiants, 800 étudiants, elle a pris son enfant, et elle a regardé le professeur dans les yeux, et elle lui a dit « Vous savez quoi? Mon enfant, il marchera, il parlera, et il ne sera pas incontinent. » Et elle est partie avec son enfant. Quand on n'est pas en médecine sensitive et qu'on ne sent pas, eh bien, on ne se rend pas toujours compte
du chemin de croix que dans le monde médical, on peut faire endurer à un enfant, surtout s'il ne sait pas parler et s'il ne sait pas s'enfuir. Et pour Salvatore, et ça part de bonnes intentions. Mes confrères sont pleins de bonnes intentions, mais ils ne sentent pas toujours les effets désastreux que parfois certains actes peuvent avoir. Donc, tout petit, on a mis Salvatore dans l'eau, sauf qu'on l'a aussi obligé à aller sous l'eau. Il a failli se noyer, et donc il a un terrible traumatisme sur l'eau, alors que l'eau chaude pourrait vraiment lui faire du bien. On lui a fait faire des acrobaties, des trucs invraisemblables qui étaient extrêmement douloureux pour lui, avec tous les spasmes qu'il avait dans son système musculaire. Mais malgré toutes ces tensions qu'il avait, et qui ne lui appartenaient pas qu'à lui, Salvatore avait une joie de vivre, comme parlait Thierry hier, extraordinaire. Et regardez, c'est un petit Forrest Gump. On lui a mis des appareils épouvantables, on l'a tiré, on lui a fait faire des choses, toujours dans l'espoir de le récupérer, mais par la force, par la violence. C'est extrêmement violent ce qu'on lui a fait comme traitement. Et malgré tout, il n'a jamais perdu sa joie de vivre. Il était enfermé, enfer. C'était un enfer, c'est le cas de le dire. Mais le fer, c'est aussi le 26e élément du tableau de Mendeleïev, et 26, c'est le nombre de Dieu, et le nombre de l'amour et de l'unité aussi. Alors, pour arriver à ce que vous allez voir, il a fallu une coopération. Et le premier acteur, je vous l'ai dit, celui qui doit reprendre sa place principale, c'est lui. Le patient désigné, c'est pour ça qu'il est là. Parce que c'est lui qui a fait l'œuvre, c'est lui. Ensuite, il y a le corps médical qui est capital pour diagnostiquer, pour contrôler, vérifier, apporter toutes les aides possibles. Et puis la famille. Et alors, l'impossible devient possible. Et comme disait Jacques Salomé, le possible n'est qu'un petit pas plus loin que l'impossible. Et l'impossible devient possible quand on prend le temps de régler les vrais problèmes familiaux. Parce que la maladie n'est jamais le problème. Quand il y a une maladie, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, il a toujours sa racine dans l'histoire familiale, dans l'histoire périnatale. Et tout ça, ça va se rejouer au cours de notre vie. La généalogie, la périnatalité, eh bien, c'est le pèlerinage en famille qu'il va falloir entreprendre. Ici, vous voyez Salvatore, adolescent, avec sa maman, son papa et sa sœur aînée. Et c'est là qu'on va commencer avec sa famille, puisque j'ai également œuvré avec sa sœur, sur l'arbre généalogique. Donc je leur ai demandé, c'est une chose que j'ai inventée, de faire un arbre minute. Alors celui-ci, par respect déontologique, ce n'est pas celui de la famille de Salvatore, c'est un exemple d'arbre minute. Donc je dis aux gens, voilà, vous avez 2 minutes, prenez une feuille, prenez un crayon, vous avez 2 minutes, dessinez votre arbre généalogique. Je n'ai malheureusement pas assez de temps que pour faire l'exercice avec vous et vous montrer ce qu'il y a moyen de faire, mais vous allez comprendre le résultat. Donc, ils font leur arbre en présence de Salvatore qui écoute, parce qu'il a des très grandes oreilles pour écouter, et puis il a des yeux qui voient tout, il a un corps qui sent tout. Et à partir de ce petit dessin anodin que Marion a un jour fait sur une nappe au Portugal, en disant « mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ?» Il n'y a rien. On a commencé à faire du décryptage biomédical de ce petit dessin. Et ce qui est très différent dans la manière dont nous travaillons, mon épouse et moi, c'est qu'ici, nous ne faisons pas l'arbre généalogique pour le patient, parce que nous savons, évidemment. Non, nous laissons faire les gens leur arbre eux-mêmes, et toutes les erreurs qu'ils vont faire, les oublis de toute nature, eh bien, ça va être comme un électroencéphalographe, une encéphalographie. C'est-à-dire que ça va nous montrer comment je me représente inconsciemment ma famille dans ma tête. Et quel lien il y a entre les membres de ma famille ou pas. Est-ce que ma famille est sexuée ou pas? Est-ce que
il y a un lien entre mes parents et moi. Et vous n'imaginez pas ce qu'on peut trouver sur un petit dessin fait en 2 minutes dans un peu de stress comme ça. Le stress a pour fonction d'ouvrir la barrière hémato-méningée et de faire sortir ce qui est caché dans l'inconscient. Et chaque fois que vous le refaites, il y a des gens après qui disent « Oui, mais moi je connais les règles de généalogie. » Refaites-le. Et à chaque fois, il y a des secrets de famille supplémentaires qui apparaissent. Alors les gens, ils vous disent « C'est pas vrai. » Après, on va travailler un peu plus loin. En général, on commence avec 4 générations. Et le travail qui suit, c'est un travail de structuration. C'est-à-dire qu'on va, comme disait Marc-Henri, avec ses chronomètres, on va ramener une cohérence transgénérationnelle. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail ce que c'est, mais vous allez voir. Et donc ça, c'est il y a 10 ans. Maintenant, ça a bien évolué. Ça, c'est un arbre généalogique. Celui-là, c'est celui de la famille de Salvatore. Donc, vous voyez Salvatore qui est là. Alors, on m'a dit que j'avais un pointeur. Salvatore, il est ici. Sa sœur aînée, qui a perdu un jumeau. Le père, la famille du père, la famille de la mère. La famille de la mère avait déjà émigré en Belgique. La famille du père venait directement de Sicile. Et les parents de Salvatore ont été obligés de se marier. C'est un mariage arrangé. Mais quand vous les verrez dans quelques instants, vous verrez que ce n'est pas tant la manière dont on se marie qui est importante. C'est ce qu'on va faire du mariage. Et d'un mariage arrangé, on peut faire un cauchemar ou on peut faire une histoire d'amour. Ce n'est pas la chose qui est importante. C'est comment on va la vivre et comment surtout on va la ressentir et la penser. Et vous verrez qu'à ce titre-là, il a des parents exceptionnels. Une fois qu'on a mis la structure, vous voyez, toutes les générations sont à équidistance. Et la maman de Salvatore, un jour, parce qu'avant d'arriver déjà à un dessin comme ça, aussi structuré, je peux vous dire qu'il faut quelques essais. Et elle était dans le secrétariat à attendre. Et mon épouse était derrière l'ordinateur, donc elle avait pensé que c'était la secrétaire. Et elle était occupée à pester en disant « Et s'il me demande encore de recommencer pour la 10e fois mon arbre, mais je vais lui dire ma façon de penser. » Vous savez qu'elle sait très bien parler au corps médical. Et mon épouse s'approche gentiment, délicatement. Elle est coach de vie, donc de maman en maman, de cœur de mère à cœur de mère. Et elle voit que ça ne va pas le faire, que l'arbre n'est pas encore prêt pour faire le travail en hypnose. Parce que c'est quand l'arbre est bien structuré. En fait, vous voyez vous ne les voyez pas les colonnes, mais chaque personne a sa colonne entre le ciel et la terre. Chaque personne est sur sa génération, donc c'est extrêmement structuré. Mais ça aide le cerveau à s'organiser. Parce que vous ne pouvez pas imaginer le bordel qu'on a dans la tête au niveau transgénérationnel. Et le problème, c'est qu'on se trimballe partout avec ce bordel au-dessus de notre tête. Et que ça nous fout des bordels dans la vie que vous ne pouvez pas imaginer. Enfin si, vous pouvez imaginer. Alors, en fait, une fois que la structure est faite, on va, ici on ne vous le montre pas parce que ça c'est l'intimité de l'histoire, mais on a découvert, le papa de Salvatore a osé parler un petit peu, un tout petit peu. Et si Salvatore aujourd'hui est encore difficile à parler, c'est parce que, entre autres, son papa a encore difficile à parler de toutes les choses qui se sont passées. Vous pouvez imaginer, son papa est originaire d'un petit village de pêcheurs en Sicile. Et dans les petits villages de pêcheurs en Sicile, il y a des années, quand on est indifférent, ça ne se résout pas chez le psychologue. C'est au couteau. Et quand on fait bum, comme on disait hier, on a le retour. Donc on se fait. Et donc dans la famille du papa de Salvatore, il y a énormément d'hommes qui ont été tués. Et là, vous allez commencer à comprendre l'intérêt de l'arbre généalogique. Parce que la maman de Salvatore, quand elle épouse cet homme et qu'il lui explique ça, et qu'elle apprend pendant la grossesse que c'est un garçon, alors que pour la fille, elle ne s'est pas inquiétée. Elle a dit, une fille, ça va, c'est tranquille, ça ne tue pas, ça ne se fait pas tuer, ça se fait parfois violer, mais bon, c'est pas mortel en général. Enfin, c'est un gros trauma, on est d'accord, mais c'est moins grave quand même, parce qu'on reste en vie. Mais quand elle apprend
qu'elle attend un garçon. Il y a tout son stress qui arrive inconsciemment. Et inconsciemment, elle se dit « Oh là là là, pourvu qu'il ne bouge pas. Pourvu qu'il ne bouge pas. Parce que s'il bouge, il pourrait tuer. Et s'il bouge, il pourrait se faire tuer. » Donc la solution parfaite du cerveau, c'est de tomber sur un gynéco-sous qui arrive en retard et qui fait que l'enfant est coincé dans le col, écrasé, parce que s'il reste au sol écrasé, il lui arrivera rien. Vous voyez que la biologie, elle ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il n'a pas fait n'importe quelle maladie. Il aurait pu faire n'importe quelle maladie congénitale. Non. Il a fait ça et à la naissance. Parce qu'il ne faut pas qu'il sorte. Et vous allez comprendre combien Salvatore a dû faire un travail pour pouvoir sortir des jupes de sa mère, sortir des jupes de son père, parce que son père aussi le couvait. Alors une fois que l'arbre est fait, qu'on a pisté dans l'arbre, donc on va enquêter sur la vie sentimentale, la vie familiale, la vie professionnelle, sociale, médicale des ancêtres de Salvatore. Une fois que tout ça est prêt, eh bien, j'ai mis les parents de Salvatore dans 2 canapés, avec Salvatore sur un matelas au milieu, et j'ai fait une hypnose familiale. Donc je les ai mis tous les 3 en hypnose en même temps. Et en hypnose, j'ai été demandé à chaque ancêtre du père, quand il était spermatozoïde, ovule, œuf fécondé, œuf implanté, embryon, fœtus, nouveau-né, petit garçon, jeune homme, homme, qu'est-ce qui lui a manqué pour qu'il tue, pour qu'il soit tué? Et ce, avec chaque arrière-grand-père, arrière-grand-mère, oncle, tante. Et quand on travaille en hypnose, c'est étonnant, c'est le rouge que vous voyez là au-dessus, ou souligné en orange, vous ne lisez pas bien, mais c'est fait exprès. Les ancêtres, à travers la mémoire qui vit en nous, parlent, comme dans Le Roi Lion. Quand Simba entend son père lui parler, eh ben, les ancêtres de Salvatore ont parlé, et ils vous disent des choses incroyables. J'ai manqué d'amour, j'ai manqué de confiance, j'ai manqué de force. Et alors, quand on trouve les thèmes principaux de l'arbre, et dans le cas de Salvatore, il a été écrasé dans le col pendant un long moment. Il a été coincé. On va se rendre compte que dans sa famille, ils sont coincés. Déjà, ils sont dans une île. Ils sont coincés, il y a la mafia. Alors, vous connaissez le côté tentaculaire de la mafia. On l'appelle la pieuvre. C'est un animal marin. C'est la mer qui englouti, qui noie. Mais si vous écoutez le mot mafia autrement, vous entendez maman, fia, il manque juste le T, fiat. La mère qui a la foi, la mère qui donne la foi. Je vous ai parlé des abus, je vous ai parlé de la torture, je vous ai parlé du danger de mort. Vous comprenez maintenant, au vu de l'arbre généalogique, que tout ce que Salvatore a vécu à la naissance et que sa mère a ressenti, parce qu'elle a eu peur qu'il meure, elle savait qu'il fallait qu'il sorte. Mais en même temps, elle avait peur qu'il sorte, parce que le monde extérieur est dangereux. Et quand on a trouvé tout ça, on va faire la pyramide du décryptage biomédical, avec dans quel environnement ça s'est passé, en particulier familial, quels sont les comportements qui ont eu lieu, quelles sont les capacités et les incapacités qui ont été développées, quels sont les ressentis conflictuels dont Salvatore vous parlera, quelles sont les croyances familiales, et comment il a changé sa croyance. La première consultation, et il vous le dira lui-même, ce qui l'a le plus touché, c'est que je lui ai raconté une histoire vraie que j'avais vécue tout au début de ma bartrique. C'est une petite fille de 11 ans qui est venue me consulter, avec un cancer de l'estomac, un léomyosarcome, des muscles de l'estomac, et qui était incurable. Il n'y avait pas moyen d'opérer, il n'y avait pas moyen de faire de radiothérapie, de chimiothérapie à l'époque. Et cette petite fille saignait, donc elle recevait tous les 15 jours une transfusion pour ne pas mourir exsangue. Alors, au bout de 2 ans, l'hôpital a décidé de ne plus lui donner de transfusion et de la renvoyer à la maison pour la laisser mourir.
Et une de mes amies, Monique Delnest, a eu l'idée de la prendre chez elle pour faire l'accompagnement dans la mort. C'était l'époque des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross, la vie est un nouveau soleil, les étapes du deuil. Et cette amie a eu une idée géniale. Voyant la petite fille qui mourait, petit à petit, elle s'éteignait, elle n'avait plus que 5 d'hémoglobine, donc elle allait bientôt tomber dans le coma. Et elle lui a dit « De quoi as-tu envie ?» Et là, la petite fille, qui n'avait quasiment plus aucune force, a rouvert les yeux, a commencé à sourire du sourire de l'ange de Reims. Un sourire béat. Et elle a dit « Un éclair au chocolat ». Et elle s'est rendormie. La dame est partie tout de suite, a fait le tour de toutes les boulangeries. À l'époque, il n'y avait pas des night shops, etc., pour trouver un éclair au chocolat. Elle l'a trouvé à 2h du matin chez un boulanger qu'elle a réveillé, qui a accepté de croire que c'était vrai, que ce n'était pas une folle qui courait la nuit. Elle a amené l'éclair au chocolat à la petite fille. La petite fille s'est réveillée, elle a mangé son éclair au chocolat avec une délectation incroyable. Et le lendemain, la dame s'attendait à la trouver morte. Elle n'était pas morte, elle avait repris des couleurs. Il n'y avait plus de sang dans ses selles. Et de ce jour-là, elle a arrêté de saigner. Son léomyosarcome n'a plus évolué. Et elle a continué à vivre. Elle a refait elle-même son hémoglobine, elle a refait son sang, elle a repris ses études et elle a repris le cours de sa vie. Donc ce jour-là, une fois de plus, j'ai compris que l'impossible était possible. Parce que ce qui nous lie, Salvatore et moi, c'est que moi, quand j'étais tout petit enfant, 2 ans et demi, j'ai vu ma sœur recevoir un vaccin contre la diphtérie, tétanos, coqueluche. Et 24 heures après, ma sœur était quadriplégique. Et elle aurait dû rester quadriplégique à vie, comme Salvatore aurait dû rester paralysé à vie. Au bout d'1 an, mes parents sont allés voir un homéopathe. Cet homéopathe a donné 1 dose d'un remède. Et 24 heures après, ma sœur s'est remise à bouger intégralement. Mais son cerveau est resté sidéré pendant 1 an. Et ça a fait qu'elle est restée handicapée mentalement. Ça m'a aidé à devenir médecin et surtout à ne jamais perdre espoir que l'impossible est possible. Voilà une des phrases magnifiques que Salvatore a pu dire, et dit encore à tous ceux qui veulent l'entendre. Je vois ma maladie autrement, je sors de la victime. Je ne suis pas une victime, je suis conscient de ce que j'ai derrière. Et en fait, la pyramide, elle permet de faire le lien entre le théos, c'est-à-dire le divin, et le bios, qui ont les mêmes lois, et à mettre le mythos. Mythos, c'est ce qui est muet, en logos, c'est-à-dire en mots. Donc, ce travail sur la pyramide, eh bien, c'est un travail magnifique pour arriver à mettre des mots sur les mots, pour accéder à la compréhension du but, du sens et de la sagesse de la maladie, la sagesse divine de la maladie. Parce que tout ça est extrêmement bien fait. Donc je vous ai expliqué avec l'arbre que donc l'hypnose épigénétique sur l'arbre permet d'aller recontacter les mémoires des ancêtres, de libérer les charges émotionnelles, d'alléger et d'aller vers la réalisation de ses rêves. Et pour ça, Salvatore est un champion. Tu corriges le passé de tes aïeux en toi et tu guéris ici et maintenant. Donc la généalogie, c'est pas aller dans le passé. C'est dessiner maintenant, le représenter que je me fais ici et maintenant, aujourd'hui, de mes ancêtres dans ma tête et de leur vécu. Je ressens que comme personne handicapée, j'ai le droit d'avoir des désirs et même des ambitions. Ça me donne une force de vivre phénoménale. Après cette grande séance d'hypnose collective, je l'ai envoyée chez Marianne Driesch, qui est une collaboratrice. C'est Transformational Breathing. C'est une technique qui a été mise au point par une Américaine qui avait un cancer et qui s'est auto-guérie, qui s'appelle Judith Gravitz. Par la respiration profonde, je trouve mon pouvoir intérieur. Je dépasse l'asphyxie que je peux ressentir quand je m'engage à vivre.
Salvatore a appris à respirer avec Marianne, et quand il s'est rendu compte à quel point c'était important, tous les jours, il a fait ses exercices de respiration. Et là, eh bien, le miracle de la vie s'est produit. Tous les ans, Salvatore devait aller faire un scanner de contrôle. Il avait un trou à peu près de cette taille-là dans son cerveau. Et pour la première fois, 6 mois après, il y avait reconstruction complète de son cerveau et plus aucune séquelle dans son cerveau. Alors dans ces moments-là, les confrères spécialistes se disent non, on a dû faire, il doit y avoir un artefact, la machine n'a pas dû marcher aujourd'hui, il y a un problème. Et Salvatore était extrêmement intelligent. Il n'a rien dit de ce qu'il faisait. Il était tranquille dans son fauteuil, il est allé faire son scanner comme toutes les années précédentes. Il n'a rien dit de ce qu'il faisait parce qu'il se disait que s'il parlait, on pourrait essayer de le convaincre que ce n'était pas possible. Donc il a continué à faire les choses jusqu'à ce que ce soit possible. J'ai compris qu'avec de l'espoir, c'était encore du doute. Je suis devenu convaincu. Pas par moi, par lui-même, par son expérience. Et à partir de là, j'ai travaillé ma confiance en moi à 100%. Et là, je lui passe la parole parce qu'il va vous dire, après ce que je viens de vous raconter, donc tout son chemin de croix et tout le chemin qu'on a fait, ce qui s'est passé dans sa vie après. Respire. Après avoir été à une consultation du docteur Benbougart. Donc, je vais aider pour les personnes qui l'entendent ne comprendraient pas bien. Donc il dit qu'après la consultation, Je rentre chez moi, je disais à ma mère, maman, aujourd'hui j'ai envie d'essayer de me raser tout seul. donc il rentre et il dit à sa mère après la consultation aujourd'hui. Ça va, c'est suffisamment clair? Parfait. Vous avez ouvert votre cœur, merci. Et après ma mère, elle me dit non, tu te rends pas compte, ça coupe, tu peux t'ouvrir, on va à l'hôpital. J'ai dit mais non maman, j'ai envie d'essayer. Je fais ça. Je vais à la salle de bain, je commence impeccable. Impeccable. Et j'ai dit à ma mère, tu vois, Edouard m'a réveillé en moi que quand on a envie, il y a moyen. Même si on a dit il y a moyen, l'envie, on peut tout faire. Et j'ai commencé à évoluer avec ce principe-là. Et j'ai commencé à me raser tout seul, à me mettre une clé de me porte tout seul. J'ai commencé à abandonner mon fauteuil roulant, à prendre les transports en commun, parce que j'avais envie d'évoluer. J'avais pas envie de rester comme ça pour la vie, quoi. Après, j'ai quitté mon fauteuil, j'arrive à ouvrir une porte qu'avant, j'étais pendant 1 heure comme ça avant d'ouvrir. Et voilà, Edouard m'a vraiment réveillé dans mon cerveau et conscience, si on peut dire que c'était moi-même avec
le soutien d'Edouard, de la famille, de mon entourage, mais c'était moi-même qui devais me sortir de ma maladie, si on peut dire. Oui. Ton appartement. Oh. Et excusez-moi, j'ai pas dû raconter. Après 2-3 ans de travail avec Edouard, je me dis, avec tous ces progrès, pourquoi pas commencer à prendre son vol, quitter les parents, acheter un appartement, comme j'ai travaillé depuis 5 ans. J'ai dit pourquoi pas encore faire un pas plus grand. Et un beau jour, je dis à mes parents, voilà, j'ai envie de prendre mon indépendance. Encore un drame pour mes parents, mais bon, c'est pas grave. Et moi encore, avec 20 confiance pour eux, je dis, voilà, ici à 1 kilomètre, il y a des nouveaux appartements, c'est pas loin, voilà, cool quoi. Et je dis, ouais, je vais acheter un appartement. Mes parents, ils ont toujours été tout. Oui, mais comment? Non, il n'y a pas de comment. J'ai envie, j'ai les moyens du travail. Voilà, je prends mon indépendance. C'est pas pour cela que je vous quitte. Voilà. Et voilà, tout s'est mis en route pour. Et actuellement, je vis seul, j'ai un boulot. Voilà quoi, je vis. Et encore un coup dur, si on peut dire, pour mes parents. Ouais, chaque année, on va en Provence, à Banon. Et c'est cool, c'est un petit village. Et je prends un café à terrasse. Je vois un monsieur, je dis, on parle de tout et de rien. Il me dit, oui, moi je donne des cours et des bols de parapente. Et moi, aventurier, je dis, ouais, c'est cool. On va regarder la météo pour voir s'il n'y a pas du vent demain. Et on s'envole. Je rentre au camping, je dis oui, demain, je vais au village. On m'attend et je pars en parapente. Encore mes parents. Mais comment tu veux faire? Je dis, quoi, comment on veut faire? Il y a un gars, on est à deux, on est en pièce. Ouais, il me dit qu'il n'y a pas de problème, il me prend en charge et on part en l'air, quoi. Ah bon, ok.
Ok. Mais je voyais à leur tête que ouais, que j'étais pas rassuré. Et voilà, le lendemain matin, on monte à 1100 mètres pour prendre la piste. Et impeccable. Impeccable. Le moniteur me donne des consignes pour bien s'embrouiller. Aucun problème. Moi, après, j'ai parlé à mes parents, dit regardez, aucun problème. Pourquoi? Parce que comme Edouard me dit, t'as envie, fais-le, essaye. Et quand on a envie, tout va bien. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Rien. C'est l'envie qui donne. Et voilà quoi. Et... Donc ça, c'est une des choses que je demande à tous les patients en premier. De quoi as-tu envie? L'année passée, à Aix-en-Provence, vous vous souvenez, je lui ai dit, le contraire d'une tumeur, c'est quoi? C'est une envie. Là, vous avez une démonstration de la puissance de l'envie. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a fait du cheval. Il a fait de la moto. Et là, il est en piste. Il a envie de s'acheter une caravane, enfin un mobil-home un peu fixe, mais... Ouais. Et il est devenu DJ. Et je vous le recommande parce que c'est un DJ, non pas d'enfer parce qu'il en sort, mais qui sait mettre de la vie dans vos parties. Pas encore. Et donc voilà en résumé la notion de coopération en médecine. Donc il y a tous les médecins, le neurologue, le radiologue, moi-même, les autres confrères. Il y a les personnes, en particulier Valérie de Thibault, qui est sa kiné, qui l'a envoyée chez moi, qui est une patiente aussi. Il y a les logopèdes, les ergothérapeutes, les coachs de vie, comme mon épouse Judith, qui est en pensée avec nous. Et puis il y a toutes les personnes qui accompagnent les chefs de service, les collègues, ses professeurs qui l'ont aidé aussi. Et maintenant, on approche de la fin. Vous allez pouvoir entendre ses parents qui ont osé le laisser partir. Ce n'est pas un extrait de La famille Bélier, mais ça aurait pu. Mais je veux dire que chaque fois qu'il sortait du cabinet de consultation, M. Van den Bogart, il revenait à la maison avec tout à fait transformé. Parce que justement, M. Van den Bogart, il ne m'a jamais dit ce qu'ils se disaient l'un l'autre, ça c'est entre eux. Mais je voyais bien qu'il y avait une façon comme s'il était busté. Parce que chaque fois, en tant que parent, on a toujours tendance à faire de plus à leur place. Il me disait non, laisse, moi je vais le faire. Je dis, Salvatore, tu vois bien que tu n'as qu'une main, vraiment. Maman, laisse-moi vivre, laisse-moi respirer. Et ça, c'est des choses qui m'ont... que je me disais, il côtoie quelqu'un, donc, qui lui donne des messages. À toi de décoder, de savoir tu peux prendre ou à laisser. À toi de voir ce que tu vas faire. Et c'est chaque fois comme ça que quand il revenait de ses consultations ou quoi, que j'ai vu qu'il y avait un transformation. Je ne dis pas, ça ne s'est pas fait tout de suite. Le jour où il a pris son rasoir à l'âne pour se raser, je lui ai dit, mais tu vas t'écorcher la gorge. Attends, tu veux qu'on court aux urgences? Laisse-moi faire, maman. Laisse-moi vivre. Voilà ce qu'il me disait. Il se rase à la lame. Alors, quand c'est un enfant, on m'a toujours dit, il ne pourra jamais se raser, il ne pourra jamais se laver, il ne pourra jamais, il ne mangera jamais, ce sera une plante. Regardez jusqu'où parfois la parole d'une personne peut être puissante. Jusqu'où la parole est puissante. Eh bien, le résultat, il est là. Chaque fois qu'il revenait de chez Édouard et qu'il me disait, maman,
je vais me raser avec la langue. Je dis, t'étais fêlé, toi, attends. Non, je vais le faire. Et bien voilà, ça c'est formidable. Quand vous travailliez sur l'arbre, vous faisiez l'hypnose, vous m'avez dit que vous aviez vraiment l'impression qu'il se tenait de plus en plus debout. Oui, parce que c'est une force. En somme, quand on a fait la séance d'hypnose, il a eu un super message que mon mari avait compris. Mais moi, bon, je ne suis pas dans la vie de mon mari, dans l'histoire de son passé. Et lui avait un super message qui était venu, donc il était en train de décrire, et je me rappelle, qu'est-ce qu'il avait dit exactement à Édouard? Qu'est-ce qu'il avait vu, Salvatore? Que tu as dit ça a un lien avec... Ça, je ne me rappelle plus du tout, Jarry. Tu te rappelles quand on avait été sous hypnose tous les trois? Oui. Et Salvatore a dit, il a dit quelque chose qu'il voyait. Ben là, il a dit son souhait de Salvatore à un certain moment, parce que moi je ne dormais pas tout à fait. Et Salvatore, qu'est-ce qu'il a répondu? Avoir des ailes pour aller plus loin Pour s'envoler. pour s'envoler. Avoir des ailes pour s'envoler. Et bien, Dr. Van Boegels, qu'est-ce qu'il a répondu? Dans les ailes, tu peux le faire. Tu peux le faire. T'envoler Voilà. sans problème. Tu peux aller si loin Que tu veux. que tu veux. Et ça, c'était quelque chose... Mais ça m'a resté dans... Ouais. Et d'ailleurs, dans ces moments-là, il a fait pas mal de choses. Hein, il a trouvé des boulots, il a acheté l'appartement. C'est là qu'il a été, il a fait un pas de géant. Ensemble, je me rappelais pardon, du message, mais je voulais que mon mari le dise. C'est très bien le message, j'entends que tu as... Je me rappelais du message de Salvatore d'avoir des ailes, mais je voulais que c'est toi qui le dis justement, tu vois. Parce que c'est à partir de là où toi aussi, ou nous, je vais parler pour nous parce qu'on travaille ensemble, c'est à partir de là que beaucoup de choses... Vraiment, on a tous déployé ces ailes. Mais Il n'y a pas que Salvatore. C'est là que... malgré l'handicap, il dit, voilà. je veux des ailes pour m'envoler, comme il est, donc au niveau jambes, c'est pas rapide, mais il dit tu peux quand même le faire avec tes ailes, avec ta volonté, avoir envie de faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dit Salvatore. Et il a trouvé des boulots, à son boulot ils sont super contents. Il a cherché. Il l'a cherché, il l'a trouvé. Il marche, il s'est mis debout. Il s'est mis debout en refusant toutes ses attelles, il ne voulait plus, il a dit je vais. Il a appris à voyager tout seul, à prendre un train, et encore maintenant moi j'ai toujours peur. Et l'avion, Il prend l'avion tout seul. Parfois il ment, c'est pour pas me faire peur. Il dit qu'il part en groupe alors qu'il part tout seul. Alors qu'il part tout seul. Et ça, quand il m'a dit ça, qu'il partait tout seul, il a bien fait que maintenant je lui ai fait confiance, parce que si pour la première fois elle est partie tout seul, j'avais eu très peur. Mais du fait qu'il avait fait avant, même que c'était pas vrai, bon, maintenant je lui ai fait confiance. Il s'est voyagé tout seul, il s'est débrouillé, prendre un taxi, prendre l'avion, prendre le TGV. TGV. Mais à l'époque, il m'a menti qu'il allait en groupe. Parce que tu avais Que peur. c'était pas vrai. Non, il partait en groupe avec le musicien là. Ça, C'est la première fois. Mais après, il a fait 50 fois, il est parti tout seul. Non, voilà. Et à partir de là, quand ce message est passé, je le répète, on a tous déployé nos ailes. Voilà. On va plus y aller. Regarde, il se lève pour toi.
Avance. Merci. Ma mère a tué mon enfant à la naissance. Pour vous, maintenant, quand vous avez envie, vous, peut-être, ouais. Alors, si vous voulez en savoir plus sur tout ça, je serai disponible avec Salvatore sur les différentes choses que vous avez vues. Il y a des petits prospectus. Et on a le projet avec Jean-Yves Billien, que vous connaissez, qui a souvent été ici, de faire un film sur la médecine sensitive coopérative, dont vous pouvez voir le teaser, c'est-à-dire la bande de lancement. Et si vous avez envie de nous aider, de nous soutenir à réaliser ce film, vous le pouvez. Il suffit d'aller voir sur Tous Coprot. C'est une coproduction coopérative. Donc, merci de votre accueil de Salvatore et de la médecine sensitive coopérative. Et merci à Marion de nous avoir invités, de nous avoir permis toute cette coopération.